Salat wassalam ala ashraf al-mursalin. Donc, on va se rencontrer cet après-midi ici à l'Université de Brunei 1945 à la Faculté des sciences et technologies pour débattre d'un sujet scientifique important qui va donner l'autorisation d'accession au grade de doctorat pour l'impétrant Bourguiba Oussama dans le domaine de l'architecture et l'urbanisme de l'Université de la ville, filière architecture, dans la spécialité habitat et savoir constructif. Donc ce sujet intitulé optimisation du confort acoustique dans le bâtiment public car des équipements sanitaires à Skida. Donc cette thèse a été dirigée ou co-dirigée par le binôme professeur Lazri et Youssef du département d'architecture de Denma et aussi scindé par le docteur Chouada Amina, elle est aussi maître de conférence du département d'architecture de Denma. Et le jury sera composé essentiellement du professeur invité, examinateur, professeur Mahmoud Issa, du département d'architecture de l'université Salle Communautaire de Construction 3, et aussi du docteur Shraïdia Mohamed, il est maître de conférence A au département d'architecture de l'université de Guelma. Ce jury sera présidé par moi-même, président, professeur Al-Kama Djemer du département d'architecture de l'université de Guelma et aussi en tant que président du CRD du comité de formation doctorale, là où il est inscrit l'impétrant. Donc, on va donner de 35 à 40 minutes pour l'impétrant afin de nous donner l'essentiel de son travail, parce qu'il faut avouer et dire d'avance que tous les experts ont donné un avis favorable à l'obtention de ce doctorat. Reste au doctorant même et à l'impétrant aujourd'hui de nous montrer sa pertinence et sa dominance du sujet pour avoir un plus dans son obtention de son doctorat. Donc vous serez à l'aise, déjà vous avez votre doctorat, il a été approuvé par tout le membre du jury. Maintenant montrez-nous vos compétences pour avoir un bonus dans votre doctorat. Donc à vous la parole pour 35 à 40 minutes. Allez. Je remercie M. le Président professeur Abdel, également président responsable de notre formation doctorale, pour votre appui, pour vos conseils qui étaient toujours pertinents, surtout pour votre assistance et présence continue. Je remercie le membre du jury, professeur Mahmoud Issa de l'Université de Construction de Roi et docteur Shraïdia Mohamed de l'Université de 45 de Guelma pour le temps consacré à l'évaluation ainsi d'avoir expertise au niveau de la recherche scientifique à ce travail de recherche. Je remercie le docteur Chouada Amina, mon directeur de thèse, pour vos apports importants et votre assistance aussi importante. Et bien sûr, un remerciement particulier à mon directeur de thèse, professeur Lazri Youssef, pour vos orientations, pour vos apports méthodologiques et fondamentaux tout au long de cette étude. Je remercie l'Université 2045 de Guelma et le département d'architecture pour l'opportunité et pour l'engagement dans la formation doctorale. Je tiens à exprimer mes sincères expressions de remerciement à mes chers parents, frères et sœurs, pour votre appui. Et chères familles, chers collègues, chers enseignants, merci à vous. Maintenant, je passe à la présentation de l'essentiel de mon travail de recherche intitulé Optimisation du confort acoustique dans le bâtiment public, cas des équipements sanitaires à Skida. Donc, le contenu de la présentation s'articule autour de 4 grandes étapes. D'abord, l'introduction, où j'expose la problématique, les hypothèses et les objectifs. Ensuite, les méthodologies comprenant le contexte d'étude et les approches adoptées à la fois pratiques et numériques. Troisième étape, regrouper les résultats et leur discussion avec une analyse des données obtenues. Enfin, les conclusions, où je présente la conclusion générale et les limites rencontrées et les futures perspectives de recherche. Introduction. Aujourd'hui, le bruit est reconnu comme un véritable enjeu de santé publique. Ces effets vont bien au-delà de la simple gêne et altèrent la qualité de vie. Il peut provoquer des troubles
sérieux physiologiques et psychologiques allant du stress chronique aux maladies cardiovasculaires. Depuis plusieurs décennies, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur ces conséquences. Pourtant, malgré ces mises en garde, l'exposition sonore continue de croître, en particulier dans les zones de vie et les espaces sensibles. Parmi ces espaces, l'hôpital qui occupe une place particulière, ainsi historiquement comme un lieu de soins et de repos, il est aujourd'hui exposé à des niveaux sonores alarmants, dépassant largement les recommandations internationales, avec des pics pouvant atteindre plus de 100 décibels. Face à ces enjeux acoustiques, il est essentiel de placer notre étude dans le contexte national. L'étude sur le bâtiment hospitalier s'inscrit dans les orientations stratégiques de l'Algérie concernant les infrastructures publiques. Depuis 2021, plusieurs programmes d'action et de relance ont été mis en œuvre et qui visent à moderniser le pays et à renforcer son rôle en Afrique au Nord et en Méditerranée. Ces programmes, inscrits dans la dynamique de la nouvelle Algérie, traduisent une volonté claire de clarifier les infrastructures publiques et de les aligner sur les standards internationaux. Au même titre que le tourisme ou le sport, comme le témoigne le succès organisationnel des Jeux Méditerranée à Oran de 2022, le secteur de la santé est particulièrement concerné, surtout après la pandémie du Covid-19. Donc, le bruit à l'hôpital est reconnu comme un enjeu à l'OMS de nombreux pays. Mais en Afrique, en particulier en Algérie, il n'existe pas encore une véritable réflexion approfondie. Alors, en lien avec les objectifs nationaux d'amélioration et de qualification du système de santé à l'horizon de 2029, cette recherche apporte une problématique encore inexplorée en Algérie, le confort acoustique dans les hôpitaux. En s'appuyant sur des mesures instituts, des analyses normatives et des simulations, notre recherche vise à évaluer et à optimiser ce paramètre de bien-être à travers une multitude de cas de la wilaya de Skifta. Alors, problématique, cette étude ouvre donc la voie à une réflexion et à une problématique nouvelle en Algérie. Aujourd'hui, le bruit dans les hôpitaux est en augmentation constante. Il a des impacts particulièrement néfastes sur les personnes vulnérables, comme les patients et le personnel soignant. Pourtant, les réactions restent faibles, bien au niveau scientifique et institutionnel. Le problème est souvent marginalisé, voire sous-estimé, dès la conception architecturale des hôpitaux, alors même que les établissements contemporains ont vu de multiples sources du bruit. En Algérie, plusieurs études ont indiqué sur la problématique de la pollution sonore. À l'échelle urbaine et de la ville, le relevé montre une exposition importante de la population à un niveau sonore supérieur aux recommandations internationales. À l'échelle de l'habitat, les enquêtes confirment aussi un inconfort généralisé, notamment lié au bruit routier et au voisinage. Alors, à l'échelle des bâtiments publics, comme les mosquées, les salles de classe et les salles de conférence, des problèmes de réverbération et d'isolation sont également identifiés. Tout cela confirme qu'il s'agit bien d'une problématique nationale. À l'échelle du bâtiment hospitalier, donc, ces analyses sur l'environnement sonore en Algérie révèlent une problématique importante encore inexplorée, le bruit en milieu hospitalier. Or, le bruit dans ces structures ne constitue pas une simple nuisance, mais un facteur influençant directement la récupération du patient, la précision des actes médicaux. Toutefois, en matière de réglementation acoustique, l'Algérie dispose d'un cadre juridique limité qui n'a jamais été actualisé concernant le bruit en milieu hospitalier, le décret exécutif de 1993, qui indique que les niveaux sonores maximum admis au voisinage immédiat des établissements hospitaliers ou d'enseignement et dans les aires de repos et de détente, ainsi que dans leur enceinte, sont de 45 décibels en période diurne et de 40 décibels en période nocturne. Cependant, cette réglementation ne prend pas en compte la spécificité et la sensibilité du contexte hospitalier, où les exigences acoustiques sont plus importantes par rapport aux autres équipements considérés dans la même catégorie avec les hôpitaux. De plus, ce décret ne définit aucun seuil pour les environnements intérieurs des hôpitaux et ne précise pas les exigences acoustiques pour les différents espaces hospitaliers. Alors, pour situer le cas d'étude, la wilaya de Skifta se trouve au nord-est de l'Algérie, sur la côte méditerranéenne. C'est la plus vaste wilaya côtière de l'Est et la troisième à l'échelle nationale, avec plus de 4000 km². Elle se distingue par une forte densité démographique. En 1998 et en 2008, elle occupait le quatrième rang et à l'Est et le deuxième place à l'échelle nationale. Enfin, même si la réforme administrative de 2019 n'a pas modifié son périmètre, elle a concerné ses wilayas voisines, ce qui peut influencer son classement et son importance. Alors, ensuite, sur le plan sanitaire, la wilaya dispose d'un réseau diversifié couvrant presque toutes les typologies d'établissements de santé existants en Algérie, à l'exception des CHU.
En 2017, on y recense 5 PSP, établissements de santé de proximité, un OHS spécialisé en psychiatrie à Harrouch, ainsi que 5 EPH répartis sur le territoire. À cela s'ajoute le HP à Kohara, différemment aux EPH à vocation administrative. Cette typologie se distingue par un caractère spécifique, comme l'indiquent les textes officiels. Alors, contexte d'étude, donc le bruit à l'OHP à Kohara. Des observations préliminaires dans le service de l'ORF de l'OHP à Kohara montrent que les niveaux sonores visuels sont très élevés, aussi bien dans les chambres que dans les couloirs et même à l'extérieur. Ces niveaux dépassent largement les recommandations internationales, ce qui confirme l'existence d'un problème acoustique réel dans cet établissement. Alors, après avoir présenté le contexte, voici la question centrale qui guide notre travail. Comment optimiser le confort acoustique dans les établissements publics de santé? Cette question nous a conduit à des interrogations secondaires. D'abord, comment évaluer le bruit et la qualité acoustique dans ces établissements? Ensuite, quelles sont les principales sources sonores? Enfin, sur quoi agir pour améliorer le confort acoustique? Pour répondre à ces questions, nous avons formulé 4 hypothèses de recherche. Donc, premièrement, pour répondre, le bruit hospitalier doit être évalué par des compagnies de mesure instituts, puis comparé aux normes internationales. Les nuisances sonores ressenties par les patients proviennent majoritairement de l'intérieur. L'optimisation du confort acoustique passe par des interventions validées par des simulations sur des éléments intérieurs ici matériaux. Quatrièmement, la comparaison des simulations aux normes permet de cibler des améliorations évitant les interventions insuffisantes ou exagérées ou bien excessives. Donc, à partir de ces hypothèses, nous avons défini plusieurs objectifs de recherche. D'abord, réaliser un état des lieux du bruit dans les hôpitaux. Deuxièmement, évaluer le bruit dans les hôpitaux par rapport aux standards nationaux et internationaux. Troisièmement, analyser et évaluer la performance acoustique des infrastructures hospitalières par rapport aux normes internationales en l'absence des normes nationales. Quatrièmement, identifier les principales sources du bruit et définir les axes d'intervention prioritaires. Cinquièmement, proposer des scénarios d'optimisation basés sur des simulations acoustiques et des interventions ciblées. Donc, méthodologie. Pour répondre à nos objectifs, nous avons adopté une méthodologie en 2 grandes étapes. D'abord, dans un premier temps, une analyse de la littérature a été menée afin de situer la problématique à l'échelle internationale. Cette étape a permis d'identifier les approches scientifiques et communautaires existantes et de recenser le cadre normatif et de mettre en évidence les écarts avec la réalité algérienne. Dans un second temps, nous avons engagé des investigations pratiques et numériques à travers une étude du cas au service d'urologie de l'HP à Kohara. Cela suffit en 2 volets complémentaires, des mesures instituts pour évaluer le bruit et les performances d'isolation acoustique et une simulation numérique fondée sur ces données qui ont permis de calibrer le modèle et par la suite de tester des scénarios d'optimisation. L'objectif était de déterminer les solutions les plus efficaces et conformes aux standards internationaux tout en évitant les interventions insuffisantes ou exagérées. Alors, après avoir défini la méthodologie, il est important de présenter le contexte de notre cas d'étude, à savoir le HP Abdelrazak Kohara. Le HP Abdelrazak Kohara, situé au centre de Skikda, ce qui en fait un hôpital de référence pour la wilaya, il prend en charge des cas complexes au-delà des capacités des polycliniques. Il reçoit même des patients du wilaya voisine. Lorsqu'un plateau plus spécialisé est nécessaire, les cas sont transférés vers le CHU d'Annaba ou de Constantine, conférant son rôle de pivot dans le réseau régional de santé. Donc, l'établissement hospitalier public de l'HP Abdelrazak Kohara en tant que choix d'études et d'investigation. L'hôpital est organisé en 2 blocs. Le bloc A, assure 6 niveaux, regroupe les unités d'hospitalisation spécialisées. Le bloc B, au rez-de-chaussée, accueille les services à accès direct comme les urgences et l'oncologie. Les 2 reliés par une passerelle à 13 mètres de hauteur qui facilite le transfert rapide entre le service tout en séparant le flux et en optimisant la sécurité. Alors, évaluation, exploration au service d'urologie. L'exploration, donc plusieurs critères ont étudié notre choix pour l'exploration au service d'urologie. D'abord, l'enrichissement de la base de données au-delà des unités de soins intensifs pour explorer d'autres services. Ensuite, le fait de réaliser des mesures dans un service moins fréquenté afin d'anticiper d'autres situations possibles.
Nous avons aussi pris en compte l'évaluation post-occupationnelle en lien avec la continuité des soins et l'adaptabilité du service. Enfin, cette étude s'inscrit dans une campagne complète combinant deux approches complémentaires au même service médical, notamment une approche silencieuse, une approche d'excitation de l'endroit. Alors, pour la description générale du service d'urologie est situé au bloc A, au premier étage à 13 mètres de hauteur par rapport à l'entrée principale. Il s'étend sur 600 mètres carrés avec une capacité théorique de 30 lits et réduite en pratique à 20 lits répartis entre hommes et femmes. Le service est organisé par un axe de service qui abrite les espaces paramédicaux et les espaces humides qui sont séparés par le patient. Cet axe permet à la fois du service de servir et de séparer le côté homme et le côté femme. Alors, évaluation statistique du bruit. Pour l'évaluation statistique du bruit, nous avons suivi un protocole comme suivant. Nous avons d'abord collecté le contexte normatif auprès de la littérature, ensuite nous avons réalisé des mesures instituées conformément aux normes, en suivant un protocole spatial et un protocole temporel. Enfin, les données ont été analysées en LA équivalent moyen et comparées aux seuils internationaux pour évaluer les variations du bruit selon l'espace, le temps et l'occupation. Alors, les normes acoustiques. Les normes acoustiques statistiques se déclinent en réglementation et en recommandation, avec des seuils allant du strict à tolérant, ou bien du tolérant à strict, et qui varient selon le jour et la nuit, ainsi qui varient selon l'extérieur ou l'intérieur, et parfois détaillés. Donc, pour nos mesures, nous avons utilisé un sonomètre intégrateur de classe 2, calibré avant chaque série de mesurage avec un calibreur de classe 1 conformément à la norme IEC. Les mesures ont été réalisées en LA équivalent avec pondération A et en mode rapide F selon la norme ISO, en respectant les dispenses et les positions normatives. Après avoir défini les instruments, nous avons mis en place un protocole spatial adapté au service étudié. Donc, pour le protocole spatial du service d'urologie, nous avons choisi comme chambre test la chambre à travailler à cause de son volume important qui a un impact direct sur la réverbération. Pour couvrir différentes configurations, nous avons sélectionné deux chambres. Chambre pour femmes orientée à l'est avec vue sur la ville et l'entrée principale de l'hôpital. Une chambre pour hommes orientée à l'ouest donnant sur l'accès des urgences, l'accès administratif et le parking. Chaque point a été mesuré pendant 2 minutes et les points sont répartis comme le montre la figure. Dans chaque chambre, nous avons réalisé des mesures à l'intérieur des chambres, au couloir et à l'extérieur. L'ensemble du protocole a été répété lors de chaque campagne conformément au protocole temporel présenté dans la section suivante. Alors, protocole temporel. L'objectif de ce protocole est d'analyser l'évolution du niveau sonore dans le temps. Les mesures ont été réalisées en mai 2023 en tenant compte de plusieurs critères temporels. D'abord, on a observé les variations selon la nature du jour avec des relevés en jour de la semaine, c'est-à-dire lundi et mardi, et d'autres pendant le week-end, vendredi et samedi. Ensuite, chaque journée a été découpée en périodes. Pour la période du jour, une phase du matin et une phase du midi. Pour la période nocturne, une phase du soir et une phase de nuit. Une fois les mesures collectées, l'étape suivante consiste à analyser les données sur différentes volets. Donc, analyse des données. Pour l'analyse des données, nous avons retenu 3 volets principaux. Premièrement, les niveaux sonores de l'eau. L'objectif était d'analyser l'impact du titre de la journée. Deuxièmement, l'analyse historique. L'objectif était de mieux comprendre la nature du bruit et ses variations. Troisièmement, la comparaison entre espace et situation. Nous avons effectué une comparaison entre les niveaux de l'intérieur, diurne et nocturne afin d'évaluer l'impact de l'occupation. Nous avons fait aussi une comparaison entre les niveaux de l'extérieur et de l'intérieur, diurne et nocturne. L'objectif était d'identifier la source dominante du bruit. Ensuite, nous avons confronté les résultats aux normes afin de déterminer la conformité publicitaire. Enfin, ces analyses préparent à la suite consacrée à l'évaluation d'une performance acoustique. Donc, évaluation d'une performance d'isolation acoustique aérienne intérieure. Pour l'isolation acoustique intérieure, on a suivi un protocole normatif précis. D'abord, le cadre de référence s'appuie sur les descripteurs d'isolation acoustique aérienne et des valeurs limites. Ensuite, des mesures de pression ont été réalisées. Deux configurations ont été étudiées. L'isolation entre chambres adjacentes et l'isolation entre le couloir et la chambre.
Enfin, les données ont été traitées et analysées après les avoir ramenées aux valeurs uniques qui permettent de faire des évaluations par rapport aux normes internationales afin de déterminer les conformités ou les écarts à améliorer. Concernant l'isolation acoustique aérienne, on constate qu'il y a relativement peu de pays qui disposent de normes précises pour les hôpitaux. Ces normes diffèrent d'un pays à l'autre, à la fois dans le choix du descripteur acoustique et dans les valeurs limites adoptées. De plus, il est important de noter qu'il y a une différence entre les deux configurations. Parfois, en ce qui concerne le descripteur, comme l'Angleterre, et très souvent concernant les valeurs limites qui sont très souvent plus strictes pour l'isolation entre chambres adjacentes. Alors, instruments et techniques. Les mesures ont été réalisées le soir pour limiter les bruits parasites, avec les mêmes instruments et techniques des mesures statistiques, mais plus une source tuberculose et conformément aux normes ISO et PIEC. Nous avons testé l'isolation entre les deux chambres adjacentes et entre le couloir et une chambre en respectant les distances imposées par la norme. Enfin, nous avons mesuré le bruit de fond et le temps de réverbération afin de faire les corrections nécessaires. Alors, analyse des données. D'abord, nous avons calculé les niveaux sonores. Ensuite, nous avons vérifié la condition du bruit de fond. Le troisième point concerne le temps de réverbération titrante mesuré avec la méthode de bruit interrupé. À partir de ces données, nous avons calculé l'isolation acoustique, ce qui donne les valeurs R' et le DNT, l'isolement standardisé et l'indice d'affaiblissement acoustique. Ces valeurs sont ensuite ramenées à une valeur unique selon la norme ISO 717 avec les indices R', W et le DNT W. Enfin, les résultats ont été comparés au seuil normatif. Cela permet d'identifier les écarts et proposer des scénarios d'optimisation. Donc, c'est pour simulation acoustique. Présentation du logiciel Ramsed 2.0. Pour la simulation acoustique, donc c'est un outil développé par la société Spectra en Italie et basé sur un algorithme de traçage pyramidal. Tout commence par les paramètres d'entrée. On définit la géométrie, la position des récepteurs, la source sonore et les matériaux. Ensuite, le logiciel utilise son algorithme de traçage pyramidal pour réaliser les calculs. À partir de là, on obtient des résultats de sortie, les SPL ou bien les niveaux sonores, les cartes acoustiques en 2D, en 3D, etc. Il est reconnu scientifiquement depuis 1995 et validé par plusieurs travaux, notamment ceux de Farina en 2000, et continue d'être utilisé dans des recherches récentes, notamment en 2023. Ramsed est structuré en plusieurs modules, ce qui lui donne une grande flexibilité et le rend particulièrement adapté à l'étude des espaces complexes comme les bâtiments hospitaliers. Donc, nous avons modélisé une partie du service neurologie avec deux configurations, d'abord entre chambres adjacentes, puis entre le couloir et la chambre. Les matériaux proviennent de la bibliothèque du logiciel Ramsed avec les paramètres suivants, indiqués dans le tableau, et les paramètres du modèle. Le modèle a été calibré grâce aux indices RW, DNT, W et T30, le temps de réverbération T30, mesurés et calculés. Une fois validé, il a servi de tester des solutions d'optimisation acoustique que nous avons ensuite confrontées aux normes afin de retenir les plus pertinents. Résultats et discussions. Alors, pour l'évaluation statistique du bruit dans le service neurologie, à l'extérieur, le week-end, les niveaux sont plus forts côté ville, tandis qu'en semaine, si du côté parking et de l'administration. Dans les couloirs, le bruit dépend du taux de l'occupation et des visites. Du côté homme, il augmente le samedi avec les visites, alors côté homme, côté femme, c'est surtout en semaine avec l'activité médicale. Dans les chambres, les niveaux les plus élevés sont observés quand elles sont occupées, surtout le samedi et le mardi. Quand elles sont vides, le bruit reste faible, ce qui montre l'impact direct de l'occupation et de l'activité hospitalière. Alors, pour l'évolution sonore, ou bien l'évolution de l'enregistrement sonore, concernant l'extérieur, deux façades ont été comparées. Du côté nord-ouest, les niveaux les plus élevés apparaissent le mardi, sur le matin et à midi. Cela s'explique par l'arrivée du personnel, les changements d'équipe et l'activité du parking. En revanche, la façade sud-est est plus bruyante le vendredi avec un pic à 90 décibels à midi. Ce résultat a été lié à l'afflux des visiteurs en fin de semaine. Dans les couloirs,
du service, les résultats sont différents selon les jours. Le vendredi, les groupes restent assez équilibrés entre le côté homme et le côté femme, avec une légère hausse du côté homme, car deux patients étaient présents. Le mardi, l'équilibre se maintient le matin et à midi, mais le soir et la nuit, le côté homme est plus brillant à cause de l'occupation d'une chambre. Dans les chambres, les tendances sont encore plus marquées. Le vendredi, lorsque les chambres étaient inoccupées, les niveaux sont restés stables. On remarque seulement une petite hausse dans la chambre pour hommes le matin, liée au nettoyage ou aux soins. Du côté femme, le bruit du couloir reste visible même sans patient. Le mardi, la chambre des hommes occupée enregistre les niveaux les plus élevés à midi et le soir, principalement à cause des visites. La chambre des femmes reste inoccupée, présente des niveaux plus faibles, mais reste sensible au bruit pour le moment de la façade sud-est. Ces résultats montrent deux choses. Premièrement, l'occupation des espaces a une influence directe sur le ton ou bien sur le niveau sonore, notamment dans les chambres. Deuxièmement, les pics du bruit correspondent toujours aux périodes d'activité intense comme midi que le soir. Cela confirme que la chambre est à la fois un lieu générateur du bruit et un espace qui doit être protégé du bruit. Donc, les résultats moyens ont un équivalent jour et mensuel, le moyen de toutes les périodes. Ici, donc, on constate d'abord une nette différence entre la chambre occupée et non occupée. En journée, l'écart atteint plus de 19 décibels avec 63 décibels en chambre occupée contre seulement 44 décibels en chambre vide. La nuit, l'écart reste important autour de 13 décibels. Cela confirme l'impact direct de l'occupation des activités des patients, du personnel et des visiteurs sur tout le jour. Le couloir se situe à un niveau intermédiaire, environ 57 décibels le jour et 53 décibels la nuit. Cela confirme leur rôle d'espace de passage générant un bruit constant qui influence l'ambiance sonore des chambres adjacentes. Enfin, si l'on compare l'intérieur et l'extérieur, les écarts sont relativement réduits, environ 4 décibels en journée et 2 décibels la nuit. Cela suggère que l'hôpital assure une isolation partielle, mais que les nuisances sonores proviennent majoritairement de l'intérieur du bâtiment, bien plus que les sources extérieures. Alors, les résultats d'évaluation du bruit par rapport aux normes. Ici, donc, si l'on regarde l'ensemble du service d'urologie, donc les chambres et les couloirs, les niveaux restent globalement très élevés, dépassant de plus de 25 décibels à certaines normes internationales, aussi bien le jour que la nuit. Enfin, à l'extérieur, même à l'extérieur, les mesures sont supérieures au seuil de référence dans presque tous les cas, avec des dépassements allant de 8 à 18 décibels selon les normes étudiées. Au résumé, l'ensemble des résultats montrent des dépassements systématiques nettement plus marqués à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui confirme que les sources internes liées à l'activité hospitalière constituent le facteur principal du bruit, bien sûr avec les sources extérieures. Donc, évaluation d'isolation acoustique du service d'urologie aérienne intérieure. Les résultats montrent une isolation faible aux basses fréquences, surtout à 125 et 250 Hz. Dans le cas des chambres adjacentes, l'isolation s'améliore progressivement jusqu'à atteindre environ 45 décibels à 4000 Hz. En revanche, entre le couloir et la chambre, les performances baissent après 1000 Hz, ce qui traduit une perte d'efficacité acoustique aux autres fréquences. Donc, résultat du calcul d'isolation acoustique. Conformément à la norme ISO 16283, nous avons calculé deux descripteurs, R' et le DNT. Le DNT correspond à l'isolement standardisé, corrigé avec le temps de réverbération. Les résultats restent très proches de l'isolement brut, avec un écart qui ne dépasse pas 1 décibel. L'indice d'affaiblissement R', quant à lui, prend en compte l'absorption acoustique. Les valeurs sont globalement plus faibles et la différence avec l'isolement brut devient plus marquée aux autres fréquences. Ces résultats montrent que la correction par le temps de réverbération a un effet limité, alors que la prise en considération de l'absorption influence beaucoup plus les valeurs finales, surtout dans les fréquences élevées. Donc, résultat du calcul de la valeur unique. Rappel, donc l'évaluation de la performance acoustique repose sur les descripteurs normalisés de l'ISO 717. Ces indicateurs permettent de ramener les résultats à une valeur unique, avec éventuellement des corrections avec les termes d'adaptation du spectre C et le C du trafic logique.
pour l'isolement acoustique standardisé contenu de DNTW, pour l'isolation entre chambres adjacentes, les résultats donnent une valeur de 41 décibels. Pour l'isolation entre le couloir et la chambre, la valeur est beaucoup plus faible à 27 décibels. Pour l'indice d'affaiblissement apparent contenu de RPW, pour l'isolation entre le couloir ou bien entre la chambre adjacente, on obtient 40 décibels. En revanche, pour le couloir et la chambre, la valeur chute fortement avec seulement 24 décibels. Ces résultats mettent en évidence une isolation modérée entre les chambres, mais surtout une isolation très faible entre le couloir et les chambres, ce qui confirme le rôle déterminant du couloir comme une source d'une nuisance sonore dans le service. Résultats d'évaluation acoustique par rapport aux normes. Après avoir présenté les résultats en valeur unique, nous les avons comparés aux exigences des normes internationales. Pour l'isolation entre les deux chambres, les performances sont insuffisantes. Le RPW mesuré est de 45 et de 40 décibels, soit environ 8 décibels en dessous des seuils imposés par les normes danoises et norvégiennes. De même, le DNTW atteint 41 décibels mais reste inférieur de 4 à 9 décibels selon les normes portugaises, anglaises et italiennes, respectivement. Enfin, le DNTA est autour de 40 décibels ce qui monte 2 décibels en dessous des normes françaises et 12 décibels en dessous de la norme turque la plus stricte. Concernant l'isolation entre le couloir et la chambre, la situation est encore plus critique. Le RPW est de seulement 24 décibels, bien inférieur au niveau aux normes anglaises, norvégiennes et danoises avec des écarts allant jusqu'à 12 décibels. Le DNTW mesuré est de 27 décibels, inférieur de 30 décibels aux seuils portugaises et italiennes, et de 11 décibels à la norme turque. Seule la norme française basée sur le DNTA est atteinte. Ces résultats montrent clairement un déficit global de performance acoustique à l'hôpital à l'UHP Abdelrazak Bukhara, en particulier vis-à-vis des circulations et des couloirs, et confirment la nécessité de correction architecturale et technique pour rapprocher au standard international du confort hospitalier. Alors, simulation et optimisation acoustique. Calibration du modèle. Nous avons d'abord calibré le modèle avec les données mesurées en utilisant les caractéristiques du matériau indiqué dans le tableau et notamment le DNT et le R' et le temps de réverbération. L'écart obtenu est de 1 décibel, ce qui valide la faisabilité du modèle. Donc, pour l'isolation entre le couloir et la chambre, 3 éléments ont été analysés: la fenêtre, la porte et le mur. La réduction donc de la surface de la fenêtre ou le passage au double vitrage n'apporte qu'un gain marginal de 1 décibel. En revanche, le capitonnage de la porte permet une amélioration significative de 11 décibels, atteignant les valeurs exigées par la majorité des normes étudiées. Le repositionnement de la porte avec une cavité briquée apporte un gain supplémentaire mais moindre. La combinaison de toutes ces interventions permet un gain global de 15 décibels, ce qui améliore nettement les performances au-dessus des normes étudiées. Donc, concernant les chambres adjacentes, nous avons testé l'ajout de panneaux absorbants sur le mur séparatif en fonction de la surface d'application. Avec 50% de la surface d'application couverte, les gains restent insuffisants. À 70%, on atteint déjà la norme française, danoise, norvégienne, anglaise et portugaise. Enfin, avec 90% de couverture murale, on dépasse toutes les normes étudiées, y compris la norme la plus stricte comme l'Italie, les normes les plus strictes comme l'Italie et la Turquie. Donc, 6 solutions de 70% et de 90% de couverture s'avèrent donc les plus efficaces et offrent aussi un potentiel décoratif et esthétique intéressant. Le cas de 90% permet d'avoir un gain significatif de 13 décibels et de répondre aux normes étudiées. Donc, discussion générale des résultats. Les niveaux sonores mesurés sont largement au-dessus des normes, en particulier dans les chambres occupées et le couloir, confirmant que le bruit hospitalier constitue une problématique universelle. Un point important est que les fluctuations sonores nocturnes proviennent surtout de l'intérieur, ce qui perturbe directement le repos des patients. On remarque aussi que l'occupation des chambres amplifie le bruit, un constat déjà rapporté par plusieurs études internationales.
internationales. Il faut aussi souligner que certaines normes, notamment celles de l'OMS, semblent différemment ou bien difficilement atteignables dans la réalité d'un service hospitalier en fonctionnement. En termes d'isolation, nos résultats rejoignent ceux observés en Italie, mais restent en deçà des standards plus exigeants. Les portes et les fenêtres sont clairement les points faibles. Enfin, les simulations montrent qu'une amélioration significative est possible avec des solutions ciblées et techniquement simples, sans transformation majeure du bâtiment. Donc, en conclusion, cette recherche confirme que le bruit hospitalier est un problème critique au niveau national et international. Les niveaux relevés dépassent largement les limites des standards étudiés, en particulier de l'OMS. Les sources internes liées aux patients, au personnel, aux équipements s'avèrent plus critiques que le bruit extérieur. De plus, l'isolation acoustique entre les espaces est insuffisante. Cependant, les tests d'optimisation à travers des simulations ont montré qu'il est possible d'améliorer significativement les performances avec des solutions ciblées comme le traitement des ouvertures ou des parois. Enfin, les résultats confirment l'urgence d'introduire une réglementation actualisée spécifique au confort acoustique à l'intérieur ou bien dans les hôpitaux algériens. Donc, pour les limites de recherche, l'étude présente néanmoins certaines limites. Elle a été réalisée dans un seul établissement, dans un seul service modérément fréquenté et sur une période temporelle restreinte. L'analyse s'est concentrée sur l'isolation aérienne horizontale et les mesures ont été effectuées avec un chronomètre de classe 2, ainsi la simulation à travers un seul logiciel. Enfin, les perspectives s'ouvrent donc en trois directions principales. D'abord, la mise à niveau des hôpitaux existants en corrigeant les déficits acoustiques. Ensuite, l'intégration du confort acoustique dès la conception des futurs établissements. Enfin, l'adoption d'une approche globale du confort hospitalier intégrant tous les éléments du confort grâce à l'usage des simulations avancées et même de l'intelligence artificielle. Donc, information supplémentaire. J'ai acquis un total de 225 points durant mon parcours doctoral. Le taux de similarité de la thèse est de 10,4%. Concernant la production scientifique, un premier article a été déjà publié en novembre 2023, un deuxième est finalisé et en cours du choix du Bernard. Deux autres articles sont en cours de rédaction et reportés après soutenance, l'un sur la comparaison des performances d'isolation et l'autre sur l'optimisation par simulation. Donc, j'ai participé à plusieurs séminaires et colloques en lien direct avec le sujet et de la recherche, à savoir 3 participations internationales et 2 participations nationales. Donc, pour la mobilité scientifique, j'ai effectué un stage, ou bien une mobilité scientifique, au département d'architecture de Florence, à l'Université de Florence, pour un stage de perfectionnement de courte durée d'1 mois et demi. J'ai été accueilli par le professeur Simone Sicci et sa doctorante Veronica Amondio, 2 spécialistes en acoustique architecturale, notamment hospitalière. Cette expérience m'a permis de participer à 2 activités scientifiques relatives à l'acoustique et ainsi d'élargir ma vision sur l'acoustique appliquée à l'architecture hospitalière. Et merci pour votre attention. Je vous repasse la parole, Monsieur le Président.